Chers collègues, nous poursuivons nos auditions en entendant M. Olivier Schrammeck. Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Si nos amis les huissiers peuvent fermer les portes, nous avons un brouhaha au fond qui est désagréable. Je rappellerai brièvement qu'en interrompant votre carrière au sein du Conseil d'État, vous avez exercé plusieurs fonctions éminentes. Vous avez notamment été directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, M. Lionel Jospin, de 88 à 91, secrétaire général du Conseil constitutionnel de 93 à 97, puis directeur de cabinet du Premier ministre de 97 à 2002. Vous avez également été ambassadeur d'Espagne de 2002 à 2004. Depuis 2023, vous êtes le président du comité d'éthique de la SACEM. Mais aujourd'hui, nous entendons avant tout le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, de janvier 2013 à janvier 2019. Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions et réponses, à commencer par celle de notre rapporteur. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Dans un souci de transparence, j'invite les députés à rappeler le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel public ou privé lors de leur intervention. Mais auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Monsieur le Président, je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les députés, croyez d'abord que je suis très sensible à la démarche de la Commission et apprécie l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous. En effet, votre initiative répond à des préoccupations ou à des interrogations qui ont toujours été les miennes en tant que président du CSA et qui le demeurent. Je préciserai d'emblée que je ne m'exprimerai pas sur la période postérieure à cette responsabilité, ce qui concerne l'ARCOM, son président, son collège, son administration. C'est un devoir de morale et de probité personnelle que je me suis toujours imposé. Et vous avez accepté, notamment vous-même, monsieur le rapporteur, à l'occasion d'un échange, qu'il en soit ainsi. Monsieur le Président, sans vous interrompre, si vous pouviez approcher un petit peu le micro, voilà. Nous entendrons mieux. Merci. Vous m'entendez mieux ? Très bien. J'aborderai successivement, ainsi que la dénomination de votre commission m'y invite, l'attribution, la nature et le contrôle des autorisations des services privés à caractère national de la TNT. Jusqu'ici, j'ai répondu, bien sûr, complètement, devant plusieurs commissions parlementaires dans l'exercice de mes fonctions antérieures, mais j'étais tout de même lesté dans mon expression par la responsabilité qui était la mienne. Aujourd'hui, je le ferai en pleine liberté et en toute conscience personnelle. En premier lieu, s'agissant des autorisations, je n'ai personnellement pas vécu, à mon souvenir, de telles procédures s'agissant de la création de chaînes privées. Mais j'ai eu à prendre en compte, bien entendu avec précaution, au vu de documents consultés, ainsi qu'à l'écoute de témoignages personnels qui m'ont été confiés, y compris par des collaborateurs tous maintenus en fonction à mon arrivée, voire de membres du collège encore en fonction, à raison du renouvellement périodique, des assertions concernant ce qui venait de se passer, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles a été décidée l'ouverture de 12 fréquences supplémentaires le 12 décembre 2012, soit à peine plus d'un mois avant mon entrée en fonction. C'est peu dire que ces indications m'ont surpris. Et encore une fois, je ne suis pas en mesure de les endosser personnellement devant vous. Des négociations auraient été en particulier menées s'agissant de la chaîne numéro 23 qui a donné lieu à la perspective de la fusion de 2 candidatures, puis à l'élimination de l'une d'entre elles. Je répète que je ne détiens personnellement aucune preuve et m'exprime avec prudence, mais je ne puis que relever que toutes les indications que j'ai à l'esprit recoupent parfaitement ce que M. Marcel Rogemont vous a relaté. Je n'ai à cet égard, sur ce point,
rien à ajouter et rien à retrancher. Mon prédécesseur vous a dit sa foi dans la TNT, que je partage dans une large mesure, même si l'audience de celle-ci s'est réduite relativement dans le cours de mon mandat, et sans doute en raison en particulier de la substitution progressive d'une logique de la demande à celle de l'offre télévisuelle. S'agissant de cet appui à la TNT, je me permets de vous renvoyer à l'article du Monde du jeudi 28 juin 2018, page 8, qui rapporte précisément que j'ai déclaré à l'occasion de la présentation d'une étude sur l'avenir de l'audiovisuel à l'horizon 2030, je me cite, pardonnez-moi, « La TNT n'a pas vocation à être le parent pauvre de l'audiovisuel » et, plus loin, que je reconnaissais la nécessité, je me cite à nouveau, de protéger les publics les plus fragiles et les plus démunis en préservant des modes de diffusion simples et universels. Toutefois, je dois le souligner devant vous, je me suis toujours interrogé sur l'importance et l'intérêt pour le public du saut quantitatif ainsi opéré. Choix qui a significativement servi les grands groupes existants et a donné naissance à des chaînes dont la plus-value, d'abord en termes de diversité et de contenu, critère premier de la loi, peut être contestée, y compris sous un autre angle, celui de la rentabilité. Évidemment, la réponse à ce questionnement relève de votre appréciation. Les seules modifications substantielles ont eu trait sous ma présidence, vous le savez, à des passages du payant en gratuit ou vice-versa, dans un environnement, il faut le reconnaître, assez polémique. En second lieu, s'agissant du contenu des autorisations, je crois que les conventions signées avant ma période de présidence constituaient une base sérieuse, mais pas toujours suffisante. C'est sur la procédure que je souhaiterais d'emblée vous faire part d'une interrogation personnelle relative à la loi elle-même. Je n'ai jamais bien compris pourquoi l'autorisation de création était accordée avant que la convention ne soit négociée. Il me semble que ce processus en deux temps ne met pas l'autorité de régulation en position de force dans des négociations de la convention, et que c'est aussi sur la base des obligations conventionnelles consenties par les candidats que le choix pourrait plus avantageusement être opéré. Par ailleurs, certes, les obligations ainsi, ou à cet égard d'ailleurs, je vous rappellerai, pardonnez-moi aussi, la déclaration faite devant vous par M. Belmer lui-même. Il vous a dit, à l'issue de cette première phase de choix, c'est-à-dire devant le collège, notre dossier a été sélectionné, tout récemment évidemment. C'est alors ouverte une phase administrative, SIC, avec des discussions visant à traduire au mieux notre projet dans une convention. Il y avait alors effectivement matière à interprétation et à discussion. Et, dernière phrase que je souligne, mais ce n'est pas une négociation, deux points, nous étions déjà sélectionnés. Je me permets de souligner qu'il est étrange qu'une convention n'ait pas vocation à être précédée d'une négociation. J'en viens à un autre sujet pour vous dire que je dois aussi souligner devant vous que, s'agissant du contenu des autorisations, les obligations qui ont été convenues selon ce processus que je viens de vous décrire n'épuisent pas, à mon avis, le champ des contreparties dont beaucoup sont prévus par la loi et le règlement. Vous connaissez le décret ancien du 10 janvier 1990 et un des 3 décrets du 21 décembre 2021. Mais l'ensemble de ces contreparties ont toujours fait l'objet, de ma part, d'une réflexion qui n'avait certainement pas, dans l'exercice de mes fonctions, à être rendue publique. Elle assortissait en effet
cette procédure, à l'inverse des télécommunications, dont on sait à quel point elles sont une source de ressources pour l'État, une aliénation durable du domaine public pour une période de 10 ans suivie d'une autre de 5 ans sans appel d'offres. Or, m'est toujours resté à l'esprit le contenu de la décision 93-346 DC du 21 juillet 1994 du Conseil constitutionnel, prise sous la présidence de Robert Badinter, et que j'ai connu particulièrement bien, étant alors secrétaire général de cette haute institution. Je me permets de vous rappeler les termes précis de son considérant de principe. Considérant que les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due, ne concernent pas simplement la propriété privée des particuliers, mais aussi à un titre égal la propriété de l'État et des personnes publiques, qu'elles font obstacle à ce que le domaine public puisse être durablement grevé de droits réels, sans contrepartie appropriée, eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine comme mission de service public auquel il est attaché. Il me semble qu'eu égard à cette référence constitutionnelle, vous pourriez vous interroger sur la balance entre les droits consentis qui sont véritablement exorbitants de droit commun, d'autant qu'il appartient au CSA de veiller, il appartenait au CSA, de veiller continuellement et gratuitement sur la maintenance des fréquences hertziennes en cours et les contreparties exigées de leurs attributaires. Au regard de certains programmes, il me semble en effet permis de s'interroger sur la valeur réelle, a fortiori patrimoniale, de ceux-ci et la prise en compte de missions de service public. Troisièmement, s'agissant du contrôle, je dois d'abord mettre l'accent sur ce qui est peut-être insuffisamment souligné, à savoir l'insuffisance des moyens humains de l'autorité de régulation que j'ai connue. Malgré la qualité de la direction des programmes, comme d'ailleurs de l'ensemble des services administratifs du CSA, seule une douzaine de jeunes agents étaient chargés de l'observation des programmes, de jour comme de nuit, en semaine, y compris les samedis et dimanches et les jours fériés. Tâche évidemment particulièrement lourde, s'agissant des interventions partisanes, surtout en période électorale, même si les éditeurs concourent véritablement à préparer les décomptes exigés par la loi. En rendant particulièrement hommage à cette équipe, partiellement composée de vacataires, je dois souligner son insuffisance face à l'ampleur de la tâche, quel que soit son dévouement. Le résultat était que le CSA était plus mu par les dénonciations, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, que par des autosignalements, comme nous disons entre nous. Les plaintes étaient de plus en plus fréquentes, je l'ai dit, mais on peut s'interroger sur un système qui repose essentiellement sur elles, parmi lesquelles un tri peut toujours comporter une part d'arbitraire. Nous avons connu jusqu'à 70 000 plaintes. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de mille, d'après ce que j'ai lu. J'ajoute que la procédure de sanction est particulièrement lourde. C'est moi-même qui l'ai impulsée, me rendant compte, en arrivant au CSA, que celle qui était en vigueur, mêlant les phases d'instruction et de jugement, était à la fois inconventionnelle et inconstitutionnelle. C'est ainsi que pendant près d'un an, avant qu'une loi nouvelle ne réponde à cette grave imperfection, je faisais en sorte de différer, lorsque c'était possible, toute sanction, voire toute mise en demeure susceptible d'être soumise au juge administratif. Et donc, en quelque sorte, pendant près d'un an, le CSA, il faut que vous le sachiez, était, durant toute cette période, un régulateur édenté, en raison de cette impéritie juridique. Le CSA peut être analysé dans son action de contrôle à d'autres points de vue, et je dirige vers ma conclusion, mais je tenais tout de même à vous faire part de toutes ces observations. C'est notamment en prenant en compte le potentiel humain manifestement insuffisant dont disposait le CSA que dans le projet global adopté par le Collège en sa dernière composition,
intitulé « Refonder la régulation audiovisuelle, les 20 propositions du CSA ». Nous avons préconisé le développement de la co-régulation, de la suprarégulation et de la régulation participative, pardonnez-moi ce jargon, qui permettrait d'assurer mieux et plus organiquement le public à la régulation. Le principe général en est simple. Confier aux acteurs de l'audiovisuel la régulation du contenu de leur programme, en première ligne sous le contrôle du CSA, mais avec l'association du public pouvant être organisée par des dispositions législatives complémentaires. J'ai pour ma part toujours songé à la constitution d'un conseil d'orientation, constitué d'experts et de représentants qualifiés du public. Mais je n'ai jamais pu concrétiser cette idée. D'une part, en l'absence de dispositions législatives support, elle aurait été juridiquement fragile. D'autre part, elle était susceptible de heurter la sensibilité du collège. À cet égard, il convient de souligner que le président privé de toute autorité sur les membres du collège n'est qu'un primus inter pares à la merci d'une majorité fluctuante. Enfin, vous allez m'interroger certainement sur la récente décision du 13 février dernier, du mois dernier, plus exactement, RSE contre Arcom. Alors, je vais être clair d'emblée. À mon sens, et à ma connaissance, il s'agit d'une parfaite et nécessaire application de la loi du 14 novembre 2016, qui a modifié la loi originelle du 30 septembre 1986, compte tenu, en particulier, pour l'importance de sa résonance, du développement considérable ultérieur de ce qu'on appelle les talk-shows ou débats en plateau et de la porosité entre information et divertissement caractérisée par cet autre anglicisme que je ne qualifierais pas l'infotainment. Cette loi modificative du 14 novembre 2016 a eu précisément pour objet de renforcer les obligations d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme dans les programmes qui concourent à l'information. Je me permettrai, s'il demeurait quelques doutes dans votre esprit, de citer comme il convient alors au juriste que j'ai toujours essayé d'être, les travaux préparatoires. Tout particulièrement le rapport du rapporteur Patrick Bloch à l'Assemblée nationale expliquait. L'article 2 propose ainsi de compléter l'article 3.1 de la loi. Je rappelle qu'il y a 3 articles, 1, 3.1, 13, qui soulignent l'importance capitale du pluralisme, qui définit les missions de régulation en posant le principe que le CSA garantit, je le cite, l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme, non seulement de l'information, mais aussi des programmes. Les frontières entre la première et les seconds étant de plus en plus poreuses et rien ne justifiant qu'une quelconque émission des chaînes de télévision puissent faire preuve de malhonnêteté, de dépendance à l'égard des intérêts des actionnaires ou annonceurs, ou puissent avoir pour effet de rompre le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Je termine la citation. Alors, l'affirmation parfois risquée, selon laquelle une chaîne d'information ne serait pas soumise à l'obligation de respecter le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, dès lors que les téléspectateurs mécontents ont la possibilité de changer de chaîne, est clairement contraire à la loi, qui impose le respect de cette obligation, non pas seulement à l'ensemble des chaînes de l'offre des chaînes de télévision, c'est le pluralisme externe, mais sur chaque chaîne, s'agissant des programmes qui concourent à l'information, c'est le pluralisme interne. Et pour s'assurer de ce pluralisme, il n'y a aucune raison de prendre en compte exclusivement l'expression des partis politiques. D'ailleurs, s'agissant d'elle, sous une forme que j'ai toujours regretté être trop pointilliste et vétilleuse. La loi de 2016 n'a certes pas été votée à l'unanimité, mais en tant qu'elle n'a pas été modifiée, c'est la loi. Et le Conseil d'État aurait sorti de son rôle s'il avait refusé de l'appliquer. Il faut d'ailleurs rappeler, comme l'a souligné encore le rapporteur public, et le rapporteur lui-même d'ailleurs, que, je cite le rapporteur public en ses conclusions, « Seuls des déséquilibres durables et manifestes révélant une intention délibérée de l'éditeur de favoriser un courant de pensée ou d'opinion, quel qu'il soit, sont susceptibles d'encourir une illégalité. » Autrement dit, pour le juge, nous sommes sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, encore renforcée par la prise en compte de l'intention,
et non de l'entier contrôle de la qualification juridique des faits. Encore relâché par la nécessaire mise en évidence de cette intention, et donc toute négligence fortuite échappe à la censure du juge. Voilà qui doit singulièrement faciliter la tâche de l'Arcom, même s'il convient de relever qu'une évaluation globale implique devant le juge une appréciation subjective plus incertaine, et non un décompte arithmétique, méthode dont d'ailleurs les éditeurs se sont toujours plaints, je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis avec quelques raisons. Au regard du pluralisme, dont vous savez que le Conseil constitutionnel a fait véritablement le socle de notre État de droit et de notre démocratie, le pluralisme est tout à fait essentiel. La décision du Conseil d'État constitue donc pour moi un incontestable progrès de notre État de droit, d'autant que sans doute il était malaisé pour l'autorité de régulation de changer radicalement de méthode sans la caution du juge. Certaines de se heurter à de très vives critiques, ou même à des campagnes, le CSA en a connu, de certains éditeurs, et alors que l'information n'avait pas encore pris les formes mixtes et anglo-saxonnes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Pour moi, c'est clair, le Conseil d'État a aidé le régulateur à assurer sa mission. Il est d'ailleurs particulièrement intéressant de relire les procès-verbaux de vos auditions avant le 13 février. La décision du Conseil d'État, qui n'était nullement anticipée, et pas même mentionnée comme une perspective, apparaît bien en filigrane à travers une problématique subliminale qu'ont évoqué plusieurs de ceux que vous avez conviés à une audition. Vous avez en particulier été, sûrement, très attentif aux prises de position de M. Patrice Duhamel, qui annonçait maintes réactions très négatives et peut-être orchestrées à cette décision. Permettez-moi de citer à l'inverse ce qu'a déclaré M. Louis de Brossia, autre membre du comité d'éthique et même président du comité d'éthique de M6. « Je considère, vous disait-il, que la comptabilité n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que le pluralisme puisse s'exercer dans la richesse de son expression. » J'ajouterai, et j'arrive à la fin, rassurez-vous, j'ajouterai, mais je pense que c'est utile de vous dire d'emblée quelle est mon appréciation. J'ajouterai une observation relative à l'application de la loi Bloch aussi. Le CSA a parfois rencontré, au moins au début, des difficultés pour obtenir que les comités d'éthique soient réellement composés de personnalités indépendantes, directement ou indirectement, et qu'ils soient donc préservés de toute attache directe avec les éditeurs ou indirecte avec les éditeurs concernés. Peut-être faudrait-il, à présent, aller jusqu'à prévoir que leur choix des éditeurs soit soumis peut-être à l'approbation expresse de l'autorité de régulation, mais du moins que l'autorité de régulation soit dotée d'une possibilité d'opposition ou d'un avis conforme. C'est très important pour le fonctionnement des comités d'éthique dont vous avez vu à quel point ils étaient privés de moyens et de compétences. Je voudrais enfin souligner d'emblée que l'ensemble des dispositions législatives applicables aux médias dont nous parlons sont confuses et enchevêtrées. À force de les avoir modifiées plus d'une trentaine de fois, il est tout de même étrange, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, que la loi initiale, celle du 30 septembre 1986, soit celle qui a régi une institution tout à fait différente du CSA et à sa suite de l'Arcom, à savoir la CNCL de courte et contestable existence. J'ai pour ma part toujours publiquement plaidé pour obtenir une codification sous forme d'un code de la communication audiovisuelle. Je n'ai jamais été entendu. Pourtant, j'en ai pour ma part l'expérience, ayant été à l'origine du code de l'éducation, pour lequel une incrédibilité était générale.
Tels sont, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, les observations que je souhaitais vous transmettre d'emblée. Et maintenant, je m'apprête bien entendu à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez éteindre votre micro pour qu'on puisse converser normalement. Merci. Je vais procéder maintenant à quelques questions de ma part. Je céderai ensuite la parole à notre rapporteur et aux députés qui se sont inscrits pour ces questions. Une première question. En 2013, votre nomination a été questionnée au regard de votre expérience de directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre, M. Lionel Jospin, de 1997 à 2002, si je ne me trompe pas. Ces fonctions de nature politique ont-elles obéré votre capacité à apparaître indépendant et impartial comme président du CSA? Je vous écoute. Ma réponse va être tout à fait claire. Gymnastique qui consiste là. Ma réponse va être tout à fait claire. J'ai été désigné conformément à la loi. Par conséquent, j'estime qu'il n'y a aucun grief solide à l'égard des modalités de ma nomination. L'engagement de François Hollande avait concerné les présidents des chaînes, mais pas du tout le président du CSA. Vous ne trouverez pas aucune mention de ceci. Par ailleurs, je voudrais vous dire que, bien entendu, il m'est arrivé de rendre compte de mon mandat au président François Hollande, mais que je n'ai reçu, à une exception près, aucune tentative d'influence ou encore moins de pression de sa part, et que de toute manière, personne ne pensait, en tout cas au sein du collège, que j'étais perméable à quelque indication que ce soit, qu'elle vienne du président de la République ou qu'elle vienne de tout autre. Par conséquent, c'est la logique du mécanisme législatif dont il a été longuement débattu, à savoir les modalités de désignation du président du CSA, qui sont en cause, en filigrane, me semble-t-il, Monsieur le Président, dans votre question. Mais en ce qui concerne mon rôle personnel, je n'ai jamais eu à subir quelque influence que ce soit, et je n'ai jamais travaillé dans le passé en position de subordination à l'égard de M. Hollande. Et je n'ai jamais été soumis à son influence directement. Jamais. Merci. Je me permets quand même de rebondir, puisque vous nous signalez que vous n'avez pratiquement jamais à subir d'influence. Donc, à part une exception, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle exception il s'agit? Votre micro, s'il vous plaît. Le président Hollande, dans le cours d'une conversation, m'a décommandé une ou deux personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elles pouvaient être candidates à une chaîne. Voilà, c'est tout. Très bien. À l'issue de votre mandat, vous avez déclaré ressortir cette expérience avec de très grandes satisfactions, mais aussi avec des déceptions réelles. Je voulais savoir quel bilan vous tirez de votre action à la tête du CSA, mais plus précisément aussi quelles sont les déceptions que vous évoquez. Monsieur le Président, je pense que dans mon propos liminaire, vous avez lu aussi en filigrane mes déceptions. Ma plus grande satisfaction aura été de créer, je pense pouvoir dire créer, je veux dire contribuer à créer, mais enfin disons contribuer à créer de façon déterminante, pour être précis. Dans les premiers mois de mon mandat déjà, un collège de régulateurs européens qui n'existait pas alors qu'il existait en matière de transport, en matière de télécommunications, enfin la liste pourrait être longue. Il se dénomme, vous le savez, l'ERGA, et, parce que c'est un acronyme anglo-saxon, et il a été le creuset de l'élaboration qui m'a été confiée en tant que président pendant 2 ans, en tant que vice-président la 3e année, en tant que président du groupe de travail sur la directive les années suivantes, de la directive du 14 novembre 2018, dite directive SMA, qui a permis de tracer le cadre dans lequel s'est inscrite la création de l'ARCOM, avec la fusion avec l'ADOPI, et surtout la possibilité de contrôler les chaînes qui sont installées à l'étranger en entorse au principe du pays d'origine. Et vous savez déjà que le Conseil d'État vient hier d'interroger
sur plusieurs questions, 3, la Cour de justice de l'Union européenne, précisément sur la portée de cette règle sur le pays d'origine dans le champ qui est celui du règlement du 22 février 2023 sur les services numériques. Merci. Une question qui est comment dire, remontée et qui est souvent débattue. Estimez-vous que l'ARCOM est en capacité de ne pas reconduire l'autorisation de certaines chaînes au regard du non-respect de leurs obligations déontologiques, comme le prévoit la loi Bloch de 2016, dont vous avez parlé tout à l'heure? Et sous votre mandat, aviez-vous envisagé une telle possibilité? Première partie de la question. Votre micro, de nouveau. Première partie de la question, Monsieur le Président, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas me substituer à ce qui sera l'appréciation de l'ARCOM. Je n'en ai aucune idée. Deuxième question, vous vous souvenez sans doute que j'ai cité numéro 23 dans mon exposé liminaire, que nous avons décidé, le collège, de retirer l'autorisation de numéro 23, eu égard au caractère pour nous tout à fait anormal, je pourrais employer un terme plus vigoureux, mais je l'évite devant vous, du fonctionnement de cette chaîne, qui d'une part n'avait tenu aucun des engagements qu'elle avait pris, c'est-à-dire 3 millions d'euros fournis par 5 grands financiers de la place, et qui surtout avait un programme qui était composé presque totalement de tatouage et de paranormal. Alors si c'est ça la diversité dans la société française, alors malheureusement, le Conseil d'État a annulé, dans sa formation de section, cette décision. Et son terrain a été que nous n'avions pas constitué suffisamment de preuves. Or, le CSA, et il y a eu des progrès pour l'ARCOM, je l'ai observé, n'avait aucun pouvoir d'investigation, non seulement administrative, mais encore analogue à celui du juge pénal. Il ne demande pas des pièces avec obligation de les fournir, il suppliait d'obtenir des pièces. Et donc, dans ces conditions, il est clair que numéro 23 ne lui a rien fourni. Et donc, il a dû se limiter à ce qu'il savait. Et ce qui a été d'ailleurs rendu public plus tard, et d'ailleurs ce que M. Rogemont vous a relaté. Et donc, nous avons pris le risque, parce que l'entorse paraissait vraiment trop grave, d'utiliser la possibilité de la sanction ultime, celle du retrait de l'autorisation. Aujourd'hui, et mon successeur s'en est plaint en décrivant son arrivée, la chaîne numéro 23 demande en plus, après avoir touché 80 millions d'euros, Monsieur le Président, pour une attribution gratuite, au bout de quelques années, et après avoir réuni une équipe extrêmement réduite pour un programme que j'ai décrit. Donc l'État a perdu 80 millions d'euros à la suite de cette décision, et maintenant, les bénéficiaires ou le bénéficiaire de cette décision demande en plus 20 millions d'euros en responsabilité à l'État. Comme je m'exprime à titre personnel et que je n'exerce plus aucune fonction y afférente, je me permets de dire ici, aujourd'hui, que cette demande me paraît impudente. Très bien. J'ai une dernière question qui concerne plutôt l'information. Considérez-vous aujourd'hui comme viable la coexistence de 4 chaînes d'information? Quel est votre avis là-dessus? C'est posé devant le CSA et donc je suis en mesure de vous répondre. J'ai toujours plaidé, face à l'argumentation des chaînes en place, qui estimaient que c'était la ruine que d'autoriser des chaînes gratuites supplémentaires, qu'il n'y avait place que pour au maximum 2 ou 3 chaînes d'information et certainement pas pour 4, de dire que l'information en continu, avec tout ce qu'il a sorti, en particulier aujourd'hui, était vouée à un développement certain. Et que le pourcentage d'alors, qui était inférieur largement à 4%, avait vocation à progresser. Et donc, personnellement, et le collège a eu la même appréciation, nous avons été ouverts à la création de chaînes nouvelles. Bien entendu, leur succès est inégal, mais je pense qu'il faut rappeler de temps en temps que la concurrence, c'est un principe qui figure dans plusieurs articles de la loi, et que le CSA n'est pas là pour être malthusien.
Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez couper votre micro, je vais passer maintenant la parole à notre rapporteur et puis nous prendrons ensuite les questions des commissaires inscrits. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de votre propos liminaire et des premières réponses que vous avez fournies. Je parle avec l'autorisation du Président et peut-être au nom de mes collègues, je voulais vous remercier en particulier pour ce moment qui, à mon avis, est un grand moment de vie parlementaire en réalité, et que vous nous avez donné un aperçu de ce que peuvent faire les grands commis de l'État quand ils sont réellement au service du public. J'aimerais revenir un instant sur ce que vous nous avez dit à propos de la tentative de M. Hollande, parce que je n'ai pas bien compris en quoi elle avait consisté, de vous décommander, c'est-à-dire de suggérer de ne pas attribuer une chaîne à... Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner l'identité du candidat, s'il vous plaît? Rapporteur, ce n'était pas une intervention en tant que telle. En général, je n'avais pas de communication téléphonique avec le président. J'en ai eu une ou deux, notamment préalable à sa venue au CSA. Mais j'ai dit qu'au moins une fois par an, donc mon mandat a duré 6 ans, et ça a été vrai pour son successeur, le président de la République en fonction, je le rencontrais pour lui rendre compte de mon mandat et puis évidemment être attentif à ses réactions. Ce n'est pas du tout dans ce cadre que cette observation a été faite. C'est dans le cours d'une communication téléphonique qui avait un tout autre objet. Et le président de la République m'a fait part de son appréciation, disons, très réservée sur de noms. Je n'en ai parlé que dans le cadre d'une enquête préliminaire de caractère pénal qui ne me visait pas moi. Mais enfin, j'ai estimé que devant le juge pénal, je devais toute la vérité, et pas seulement un extrait de cette vérité. Et devant vous, j'ai la même attitude. Donc, je pense que cette observation du président peut apparaître minime, et je vous assure que, hormis ces 2 occasions, je n'en ai parlé à personne, surtout pas au collège, et si j'ose dire, je ne m'en suis plus du tout parlé. Donc il s'agissait de candidats à l'obtention d'une chaîne. Candidat formel à l'époque, c'était des noms qui circulaient. D'accord. Donc le CSA n'a pas eu à se prononcer sur leur candidature. Le CSA a eu à se prononcer sur leur candidature. Et dans un sens qui convenait finalement, vous avez donné l'autorisation ou vous ne l'avez pas donnée? Vous voulez dire? C'est des postes. Non, ce n'est pas des chaînes. C'était des candidats. Je vais être précis autant que je le peux. C'était des candidats à la présidence de France Télévisions. Mais à l'époque, ils n'étaient pas candidats. Donc le président de la République n'a pas fait un quelconque tri entre les candidats. Il m'a, au cours d'une conversation, indiqué à l'expérience des réserves qu'il pouvait avoir sur une ou 2 personnalités dont il pouvait être question à l'époque, préalablement à la phase de présentation des candidatures. Voilà, je suis aussi précis que possible. Très bien. Merci. Alors, vous avez déjà dit de nombreuses choses. On va revenir un instant sur la décision du Conseil d'État sur le pluralisme, mais pas que. Justement, j'aimerais lire un instant avec vous la partie qui concerne l'indépendance, qui est celle qui a été la moins commentée et qui me paraît pourtant d'une importance capitale. Eu égard à leur nature, les obligations d'un éditeur de service en matière d'indépendance de l'information sont au nombre de celles dont la méconnaissance peut être constatée par l'Arcom, non seulement au regard d'un programme donné, mais également au regard de l'ensemble de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation. Ce paragraphe, comment le lisez-vous, j'ai envie de dire, en tant que praticien? Comment l'avez-vous mis en œuvre d'une certaine façon auparavant? Et j'ai un exemple très précis qui concerne iTélé. Est-ce que
au moment de la grève de ITélé en fin 2016, on n'avait pas là, vous n'aviez pas dans le fond, alors la décision n'existait pas, mais la loi était la loi, est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, ou vous n'auriez pas dû mobiliser cette réflexion sur l'indépendance pour vous prononcer? En deux temps, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur. D'abord, de façon générale, je partage complètement votre appréciation sur l'importance du concept d'indépendance. Et j'ajouterai qu'il faut être extrêmement attentif à l'indépendance financière. Elle est prévue par l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et pourtant, le CSA n'a pas les moyens de la contrôler. Le CSA n'est pas l'AMF. Beaucoup de chaînes ont ce qu'on appelle un capital flottant. Et il est très difficile, voire impossible, pour le CSA, avec les moyens juridiques et les moyens d'action qu'il a, de contrôler à tout moment ce que l'évolution très rapide du capital volant provoque dans la composition du capital réel des éditeurs concernés. Donc il y a un vrai problème là sur lequel je me permets d'attirer votre attention. Alors en ce qui concerne ITélé, nous avons été évidemment très attentifs à ce qui se passait, mais nous n'avions là aussi aucun moyen, parce que les conditions sociales qui prévalent à un moment donné ou à un autre au sein d'un éditeur sont totalement en dehors de la compétence du CSA. Il n'a rien à dire à ce sujet, et s'il le disait, il tomberait sous la censure du juge administratif. Donc, la corde de rappel que vous mentionnez, nous ne l'avions pas en main. Est-ce que vous suggéreriez que les conditions sociales, précisément, puissent figurer dans les conventions passées avec les chaînes? Certainement, monsieur le rapporteur. Je vais revenir un instant sur ce que vous avez dit au début de votre propos liminaire. Vous avez endossé le propos de M. Rogemont et vous avez fait état de témoignages. Je n'ai pas endossé. Je n'ai pas endossé parce que, étant un homme de droit et j'espère un homme de probité, je ne peux pas endosser en propre terme un témoignage d'un autre. J'ai dit que toutes les indications qui m'avaient été données, je les ai retrouvées explicitement, concrètement et précisément dans la relation que vous a faite M. Marcel Rogemont. Alors, parmi les éléments de l'audition de M. Rogemont, il y en a une affirmation qui est extrêmement forte, qui est donc celle que les autorisations qui ont été émises avant votre arrivée à la tête du CSA l'ont été faites sur injonction du gouvernement. Il a dit sans ambages qu'il n'en avait pas forcément les éléments d'éléments matériels, mais des indications un peu de même nature que celles que vous évoquez, M. Schrammeck. Est-ce que je l'ai interrogé sur la légalité de tels faits. Il a concédé ou accepté sans problème que ils étaient illégaux. Pourquoi ne pas avoir fait un article 40 ? Précisément. Je vais donc revenir tout d'abord sur les déclarations de M. Rogemont. Il y a eu un certain nombre d'assertions extrêmement concrètes sur, on va dire, une certaine porosité, je n'irai pas au-delà moi-même, entre l'autorité de régulation et les autorités exécutives en la personne de son président. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je relève d'ailleurs que les pouvoirs publics ont eu à cet égard, me semble-t-il, une responsabilité en confiant préalablement à mon prédécesseur une mission à titre personnel qui entretenait une confusion entre ses fonctions de président du collège et ses fonctions de missionnaire du gouvernement. Et donc moi je n'en tire pas de conclusion, en tout cas, et même personnelle, sans me dire qu'à l'origine, il y avait un problème qu'il était très difficile d'affronter. Bon,
vous m'interrogez sur un article 40. Moi, je crois en la vertu de l'article 40, mais je ne crois en l'utilisation de l'article 40 du Code de procédure pénale que si vous avez des preuves. Ou alors des présomptions très fortes, étayées au moins partiellement par des documents à ma disposition. Or, vous pouvez deviner que lorsque je suis arrivé, je n'avais pas ces documents à ma disposition. Vous n'aviez pas de documents à votre disposition. Est-ce à dire que certaines archives auraient pu manquer? Les archives administratives, non. Et d'ailleurs, selon la pratique habituelle, il avait été préparé un dossier d'entrée en fonction. Par ailleurs, lorsque je suis arrivé, j'ai invité à déjeuner mon prédécesseur et nous avons eu un dialogue tout à fait courtois qui a porté sur le fond des problèmes et aussi sur le futur des personnes de son entourage. J'ai rappelé tout à l'heure que j'ai gardé toutes les personnes de son entourage, qui vous le voulez bien. En ce qui concerne les archives du président et les archives de son cabinet, je n'y ai pas eu accès. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le risque de voir la TNT transformée en un parent pauvre de la télévision. Est-ce que vous considérez que le risque s'est confirmé? Oui, le risque s'est confirmé. D'abord, vous aurez noté que le pourcentage d'utilisateurs de la TNT à titre exclusif baisse très régulièrement et fortement. Nous en sommes à 19,4% d'après les derniers rapports. Ensuite, je vous avoue que je reste préoccupé parce que ces utilisateurs de la TNT ne figurent pas parmi les plus privilégiés, voire cette critique, ce n'est pas une critique, plus exactement, voire les plus informés, capables de décanter l'information. Et donc, ce que je crains, si vous voulez, c'est que la TNT devienne effectivement une chaîne qui s'adresse particulièrement à certaines couches de notre population, ce qui serait extrêmement fâcheux, parce que le pluralisme, ce n'est pas seulement le pluralisme de la TNT, c'est le pluralisme de tous les acteurs qui interviennent. Alors vous savez qu'il y a plusieurs centaines de chaînes qui ne bénéficient pas de fréquences assignées. Vous savez aussi, il en était beaucoup question en cette enceinte, ou en enceinte voisine, que les réseaux sociaux ont une influence considérable. Alors, autant l'accès aux réseaux sociaux est très, faut-il dire trop répandu, autant l'accès aux chaînes de télévision devient extrêmement réduit, enfin, substantiellement réduit, par rapport à l'univers des médias en France, y compris des médias étrangers qui diffusent en France, pour les utilisateurs exclusifs de la TNT. Merci. Sous votre mandat, le CSA a ouvert une période, ou en tout cas a pris l'initiative, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, de sanctions. Ce que le CSA n'avait pas fait jusqu'à présent, et en réalité il n'était pas en mesure de le faire, vous l'avez signalé, parce que les procédures n'étaient pas ni conventionnelles ni constitutionnelles. Néanmoins, les émissions en particulier que vous avez rappelées à l'ordre ont poursuivi d'une certaine façon, ont récidivé à de multiples reprises, bien que ce soit sous votre mandat et bien après. Est-ce que vous considérez que la stratégie de réponse graduée du CSA a été efficace ou est efficace pour inciter une chaîne à respecter ses obligations? Monsieur le rapporteur, elle n'est pas efficace. Pourquoi ?
D'abord, c'est une procédure extrêmement complexe. Cela résulte du cadre constitutionnel et législatif dans une très large mesure. J'ai pris la responsabilité de proposer l'institution d'un rapporteur issu du Conseil d'État qui prend complètement la maîtrise des dossiers en phase d'instruction et des personnels qui y concourent. Il est clair que la personnalité du rapporteur a une très grande importance. Et le rapporteur, vous le savez, peut décider tout simplement d'arrêter de ne pas lancer de procédure. Et le collège n'y peut rien. D'ailleurs, son correspondant n'est pas le président, c'est le directeur général. Ensuite, la période de mise en demeure, par ailleurs limitée à 5 années désormais, ne peut provoquer, en cas de récidive, une sanction que si le manquement est exactement de même nature que celui qui a été censuré par la mise en demeure. Et par conséquent, il existe, pour les juristes habiles qui conseillent les éditeurs, un éventail de possibilités qui permettent d'échapper à l'hypothèque pendant 5 années de la mise en demeure. Enfin, j'ai insisté tout à l'heure sur la difficulté pour le CSA de réunir des preuves. Le Conseil d'État a fait une autre censure sur une autre mesure qui me paraissait extrêmement intéressante, qui était de supprimer les écrans publicitaires des chaînes, et qui est prévue par la loi, explicitement. Et sur ce point encore, le Conseil d'État nous a censurés. Pourquoi ? Parce qu'il avait estimé que des propos, je pourrais qualifier de grossièrement homophobes, il y a un comportement grossièrement homophobe, n'étaient pas suffisants pour justifier la sanction. C'est la décision du Conseil d'État, donc je ne la commenterai pas, surtout de façon critique. Mais il faut que vous l'entendiez. Voilà, donc procédure extrêmement lourde, mise en garde, préalable à la mise en demeure, tout ça est très long. Observation parfois encore en amont, et petit nombre des procédures par rapport aux manquements et errements éventuels. Le CSA n'était plus édenté, mais il avait un bâton de bois. Pour être parfaitement exact, il me semble que la décision du Conseil d'État ne portait pas sur le canular homophobe de l'émission, mais qu'il portait sur la question de l'atteinte à la dignité d'un chroniqueur à qui on avait fait croire que son patron avait tué quelqu'un. Je l'atteste tout à fait. Enfin, c'est un comportement. C'était un type de comportement un peu analogue, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des propos déplacés, outranciers, etc. C'était une véritable séquence. Et cette séquence, elle pouvait être observée avant d'être diffusée par les intéressés. Merci beaucoup. Dans cette période notamment on pourrait quasiment dire de confrontation avec la chaîne C8, vous avez fait l'objet, le CSA et vous-même, d'une campagne de dénigrement, de moquerie, et vous avez affirmé par exemple qu'il est clair que Cyril Hanouna, qui se targuait d'être en lien direct avec Vincent Bolloré, ne se serait jamais laissé aller à de telles extrémités sans l'aval tacite de ce dernier. Est-ce que vous considérez que le CSA a fait à l'époque l'objet d'une tentative d'intimidation ? Ma réponse est positive. Considérez-vous qu'une telle tentative est de nature à empêcher le CSA de travailler sereinement et d'accomplir sa mission ? Monsieur le rapporteur, je pense qu'il revient aux autres autorités de la République, aux parlementaires que vous êtes,
aux autorités exécutives de soutenir le président et le collège d'une autorité administrative indépendante lorsqu'elles font l'objet de campagnes de ce type. Je n'entrerai pas dans le concret, mais vous êtes suffisamment informé pour savoir ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé à mon égard, personnellement. Il n'y a pas eu une voix, ni au Parlement, ni dans l'exécutif, qui ait défendu l'indépendance et l'autorité du CSA. Et en tant que président du CSA, je ne pouvais rien dire. D'une part, j'étais en quelque sorte juge et partie, et d'autre part, j'étais soumis à un strict devoir de réserve. Je n'avais pas commencé à polémiquer avec un éditeur, une chaîne, un chroniqueur, un annonceur, ou toute autre personne dont les propos mettaient en cause l'autorité et même tentaient d'avilir le collège et la personne que j'étais. Très bien, merci Monsieur le Président. Nous allons passer la parole aux commissaires qui se sont inscrits. La parole est à notre collègue Céline Calves. Je vous écoute. On vous écoute. Merci Monsieur le Président. Monsieur Olivier Schrammeck, je voulais à mon tour vous remercier pour vos propos clairs et mobilisants. Rapidement sur le contrôle, vous avez parlé du nécessaire renfort des moyens de contrôle et de la méthodologie de contrôle, que ce soit notamment sur le pluralisme et l'avis du Conseil d'État l'éclaire aujourd'hui sur la façon de pouvoir l'apprécier. J'avais moi-même eu l'occasion d'être étonnée de la faiblesse des moyens de contrôle, notamment sur le temps de parole entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a réussi à utiliser l'intelligence artificielle pour faire un meilleur contrôle, puisque au-delà des autodéclarations des éditeurs, on avait très peu en fait de suivi. Sur le contrôle toujours, vous avez suggéré une meilleure association du public à la régulation. Je voulais vous donner l'occasion d'approfondir la façon dont nous pourrions le favoriser. Ça, ce sera ma première question sur le contrôle. Et puis j'en viens à la question de l'attribution, que vous avez traitée en premier dans votre propos introductif, mais qui m'interpelle à plusieurs titres. Vous avez fait écho à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, en disant que la propriété de l'État exigeait des contreparties. Il y a une semaine, j'ai pu poser la question à Maxime Saada du groupe Canal+, à combien il estimait la valeur des fréquences en euros par mois. Sa première réponse a été assez désarçonnante puisqu'il a parlé de la revente, et pas seulement de la valeur, mais tout de suite à parler d'une revente. Ma question était plutôt de savoir comment on évaluait justement ce bout de domaine public, parce qu'il faut pouvoir en évaluer l'importance pour pouvoir accepter ou en tout cas concevoir quelles sont les contreparties. À cela, j'ajoute, et je souhaite souligner ce que vous avez constaté sur la manière dont on fait l'attribution et les conventions. Je pense qu'effectivement, il serait de bonne loi de pouvoir négocier avant d'attribuer définitivement une fréquence. Et je voulais savoir à ce propos quels en étaient et les freins que vous aviez pu constater pour faire qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation où, comme vous l'avez souligné, nous ne sommes pas au niveau public en rapport de force favorable pour pouvoir exiger ces contreparties. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions, Madame la députée. L'association du public. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, ma réflexion ne pouvait que rester en germe. Mais si je le pousse un peu plus loin devant vous, je vous dirais que, évidemment, que l'association du public, c'est un problème permanent, quels que soient les sujets et l'enceinte. Personnellement, je ne crois pas dans le tirage au sort. Je crois dans la représentation d'associations, à condition que ce ne soient pas des associations de façade, qu'on n'ait pu vérifier, notamment par des reconnaissances d'utilité publique, leur expérience, leur sérieux, leur solidité. Je pense qu'il y a dans le champ audiovisuel des associations de ce type. Et puis que s'il y avait une ouverture institutionnelle vers l'autorité de régulation, ce serait un puissant stimulant pour la création ou le renforcement
de telles associations. J'en viens maintenant à la valeur en croisière ou de revente des chaînes qui ont été attribuées gratuitement par l'État, par l'intermédiaire de l'autorité de régulation. Madame la députée, il faut s'aviser que ces chaînes représentent des centaines de millions d'euros, voire plus. Et donc, dans la balance que je suggérais, il faut mettre de ce côté un poids considérable. L'exemple, alors évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande qui règne en cas de revente. Mais enfin, la chaîne dont j'ai parlé a été achetée sans aucune difficulté par M. Alain Veil à l'époque, pour le chiffre que j'ai mentionné. Et il y avait d'autres demandeurs sur le marché. Et là, je voudrais reprendre les propos que vous a tenus mon prédécesseur. En les appuyant, il a dit qu'il avait été non seulement étonné, mais effaré de voir que la taxe sur les plus-values existantes était de 5%. Je partage le sentiment de mon prédécesseur. Alors, sur les conventions, pour répondre complètement à votre question, le problème, c'est que à partir du moment où on a accepté une convention, d'une part, et que d'autre part, l'attribution a déjà été décidée, l'autorité de régulation n'est pas du tout en position de force pour, si j'ose dire, renforcer les prescriptions imposées aux éditeurs concernés. Et donc, je crois vraiment, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous-même, que le mécanisme législatif devrait, à cet égard, être revu. Donc la parole, merci beaucoup Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue Sophie Talley-Polian. Merci Président. Merci infiniment Monsieur Schrammeck pour vos propos liminaires et la réponse aux questions du Président et du rapporteur qui sont extrêmement éclairants et qui remettent vraiment énormément de sens en réalité à ce que sont ces chaînes TNT, à la nécessité de l'indépendance, du pluralisme et de l'honnêteté. Et c'est vrai que quand on regarde certaines d'entre elles, avec beaucoup de netteté, on ne voit guère ni d'honnêteté ni de pluralisme. Mais la question qui me semble et qui me vient et qui est en fait dans la lignée de celle de ma collègue, c'est l'importance de dire et de redire que l'octroi de ces chaînes se fait à titre gratuit par l'État. Vous avez évoqué avec ma collègue le fait qu'il y avait des prix de revente, que donc ça avait une valeur. Aujourd'hui, dans d'autres pays, il existe des redevances. Donc, quelles sont-elles ? De combien se prive l'État dans le cadre de ces procédures, octroyant des chaînes ? Et donc, finalement, de combien se prive l'État avec en échange la nécessité de s'obliger à respecter indépendance, honnêteté et pluralisme. Parce que c'est vrai que quand on interroge un certain nombre de chaînes, on a le sentiment que c'est un dû. On a le sentiment que peut-être même il serait parfois bien aimable de remplir ces chaînes, que finalement pour eux ça leur coûterait de l'argent. On a le sentiment aussi évidemment que comme il n'y a pas de sanctions, et vous l'avez répété, la difficulté de mettre en œuvre ces sanctions sont aussi liées à la loi, c'est donc que leurs manquements ne sont pas graves, et aussi que donc finalement tout ça c'est du business et que ça leur coûte de l'argent pour un certain nombre de canaux, et finalement nous devrions quasiment leur en savoir gré. Donc je voudrais aussi revenir sur ce point qui peut-être aussi peut éclairer la Commission. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Comment évaluer le bénéfice que l'État accorde, je l'ai dit, à la différence des télécommunications, où il perçoit des sommes considérables, enfin supérieures à 1 milliard d'euros, vous le savez. C'est difficile, mais tout de même, nous avons quelques paramètres. D'abord, et c'est le moindre des critères, lorsque nous regardons quelle est la marge brute du chiffre d'affaires que certaines chaînes perçoivent, on s'aperçoit que telle chaîne a 25% de marge brute, que telle autre en a 10%, pour parler
2 chaînes qui ont été examinées récemment dans le cadre d'une procédure d'agrément. Certes, et ça a été souligné devant vous, il y a des chaînes déficitaires, mais elles participent d'un ensemble, elles comportent une diversification du champ de l'audience des chaînes, et tout le monde comprend bien entendu ici que les enjeux ne sont pas seulement financiers, qu'on peut s'offrir une chaîne, comme on peut la construire à l'usage exclusif de l'intérêt du public. Il y a un autre critère qui est très très important, c'est effectivement le prix de revente. Alors, il y a eu des précédents, ils ont été antérieurs à mon mandat, donc je suis prudent pour en parler. C'est mon prédécesseur qui pourrait en parler, et même, malheureusement, il n'est plus là. Enfin, mon prédécesseur, en tout cas, pourrait en parler. Mais, bon, j'ai observé que les transactions antérieures étaient d'un montant très important. Je vous ai cité, s'agissant de numéro 23, je sais bien que c'est un cas un peu extraordinaire. Le nombre de millions d'euros qui a été touché avant même l'expiration de la période obligatoire aujourd'hui prévue de 5 années, à l'époque c'était 2 ans et demi, et dès 3 ans, et annoncé bien avant, l'aliénation de la chaîne avait été mise sur le marché, si je puis dire. Donc, si vous estimez que sur le marché, cette chaîne valait 80 millions d'euros, vous pouvez appliquer des coefficients multiplicateurs très importants suivant la nature et l'audience des différentes chaînes. Alors, c'est comme si une municipalité cédait un trottoir, c'est très fréquent aujourd'hui, pour un restaurant. Non seulement le cédait, mais l'entretenait, parce que, je l'ai dit, l'État dépense régulièrement, et pas modérément, pour l'entretien de ces chaînes. Et puis ensuite, que la terrasse était vendue au successeur pour un bon prix par le restaurateur heureux bénéficiaire. En droit, c'est équivalent. Merci, Monsieur le Président. J'aurais peut-être une question, effectivement, parce que nous sommes un petit peu moins nombreux. En 2017, vous déclarez à propos de la convention conclue avec RT France, je reviens après sur RT France, il y a eu un long débat au CSA sur cette chaîne qui nous inspirait, je vous cite, quelques méfiances. Quels éléments portés à votre connaissance ont suscité votre méfiance? Et malgré celle-ci, pourquoi avez-vous décidé de conclure cette convention avec RT France? Et je voulais juste rappeler que RT France, financée par la Russie, est accusée de longue date de relier la propagande du Kremlin. Et dès 2018, elle avait été mise en demeure par le CSA pour des manquements à l'honnêteté, à la rigueur de l'information, à la diversité des points de vue, je cite le CSA. Et sa diffusion est d'ailleurs interdite depuis par une décision du Conseil de l'Union européenne. Je vous remercie pour votre réponse. L'attention, Monsieur le Président, a été très vite attirée par cette chaîne qui était elle-même l'émanation d'un groupe manifestement lié à un pays étranger. C'est la raison pour laquelle j'avais prescrit à l'époque, quelle que soit la faiblesse des effectifs des observateurs sur laquelle j'ai insisté, qu'il y ait une observation permanente de la chaîne RT. Cette observation, au début, conduisait à penser qu'il y avait un biais dans la présentation des émissions, d'où la mise en demeure à laquelle vous avez fait allusion. Puis, cette mise en demeure, sous ma responsabilité, n'a pas eu l'occasion de se transformer en sanction, et notamment dans la sanction ultime pour laquelle nous avions été par ailleurs censurés par le Conseil d'État, parce que jusqu'à la fin de mon mandat, il n'y avait que de fortes suspicions, des observations critiques, mais au regard de la jurisprudence pour l'instant négative du Conseil d'État, pas suffisamment de fondements pour supprimer d'autorité la chaîne. Voilà, le CSA se sent parfois un tout petit peu assiégé dans l'environnement qui est le sien. Et donc, une autorité indépendante ne mérite pas moins d'être soutenue
quelle que soit son indépendance. J'ai regretté de ne pas avoir été soutenu. Nous avons entendu ce message sur le manque de soutien. Monsieur le rapporteur, avez-vous encore des questions? Oui, un certain nombre, s'il est possible. Merci beaucoup. Alors, pour notre public et puis pour vous-même, hein, on a fourni un ensemble de questions. On n'arrivera pas à les épuiser aujourd'hui. C'est pourquoi on va vous demander de nous produire une réponse écrite, si vous le voulez bien, à l'ensemble des questions qui vous auront été adressées. Quelques-unes néanmoins qu'on peut encore aborder à cet instant. En 2015, je reviens sur la prise de contrôle des chaînes du groupe Canal par Vincent Bolloré. À l'époque, le CSA avait annoncé la mise en place d'un groupe de travail paritaire avec Canal pour insérer dans la convention des garanties afin que les intérêts économiques de Vincent Bolloré ne puissent pas interférer sur le contenu de l'information. Et vous avez reconnu, dans un entretien en 2019, que cette initiative, je cite, n'a abouti à aucun résultat. Est-ce que vous pouvez nous préciser pour quelles raisons elle n'a pas abouti? Cette initiative était apparemment conjointe, parce que M. Bolloré avait dit qu'il n'y voyait que des avantages lors d'une audition devant le collège. Et pour ma part, je pensais que, dans la logique même de ce que j'ai appelé la co-régulation, et pour entretenir un climat de confiance avec l'ensemble des éditeurs que j'ai eu toujours à cœur, l'ensemble des éditeurs, c'était un progrès, informel certes, mais qui permettait de se parler. Et donc j'y envoyé non pas le directeur général qui était présent pour les quelques rares séances qui ont eu lieu, et même j'y envoyé mon directeur de cabinet. Je pense qu'il y avait un certain nombre d'enjeux de ces conversations, et que ces conversations sont restées des conversations. Et c'est toujours la même logique. À partir du moment où vous êtes dans une logique bilatérale et que vous n'avez aucun levier d'influence pour que cette logique bilatérale se mue en engagement précis et concret, vous n'êtes pas en position de force. Le CSA a été trop souvent en position de demandeur, faute de moyens qui l'auraient mis en position d'enquêteur. Merci. Y a-t-il des PV de ces conversations ou ce ne sont que des conversations? Sans doute, et vous pourriez peut-être en trouver dans les archives administratives. Personnellement, alors je vous précise personnellement que selon la règle, ça a été vrai dans toutes mes fonctions antérieures, je suis parti sans aucun document. Ils ont tous été laissés dans mon bureau et je pense remis aux archives selon les règles applicables en la matière. Merci de ces précisions qui sont extrêmement utiles pour la suite de mon travail. Une question, on recevait avant vous les groupes de l'audiovisuel public. Est-ce que vous considérez que les règles applicables à l'audiovisuel public ou les méthodes d'évaluation de leurs obligations sont, disons, de nature à rassurer le public sur une forme d'impartialité à l'égard de l'audiovisuel public? Voilà, il est assez évident que l'audition, par exemple, la semaine dernière du groupe Canal a donné lieu à beaucoup d'interprétations, de mésinterprétations sur le fait que, bizarrement, l'audiovisuel public n'était pas mis sur le grill, etc. Est-ce que vous considérez que tout est fait pour, entre guillemets, neutraliser ces critiques et placer les groupes de l'audiovisuel public au-dessus de tout soupçon? Je disais, monsieur le rapporteur, personne n'est au-dessus de tout soupçon, mais je vais vous apporter quelques éléments d'information, même si ce n'est pas dans le champ précis, évidemment, de l'audition. Alors, lorsque je suis arrivé au CSA, je me suis fait souvent l'observation que, finalement, le contrôle alors
de l'autorité dont j'avais la responsabilité désormais était finalement plus relâché sur l'audiovisuel public que sur les chaînes privées. Et donc j'ai essayé d'y remédier. Et je dois vous dire que l'audiovisuel public, à mes yeux, a joué le rôle qui est le sien de pionnier de ce que j'appellerais les grandes causes nationales. Comme nous sommes à la veille du 8 mars, je pense naturellement aux droits des femmes. Et je pense réellement qu'avec l'aide d'ailleurs de Sylvie Pierre-Brossolette, que vous entendrez cet après-midi, nous avons pu, ma première action a été de créer une commission, un comité pour l'égalité des droits et des femmes dans les programmes et dans les équipes. Dans les équipes, nous n'avions pas de moyens d'action direct, mais dans les programmes, oui. Et je vous dois souligner ici qu'en particulier, France Télévisions, Radio France, France 24 ont été extrêmement proactifs, comme nous disons aujourd'hui, pour cette cause et beaucoup d'autres. Et que par ailleurs, les moyens de contrôle de l'audiovisuel public étaient quasiment trop nombreux, car vous savez qu'il y a des rapports différents et successifs sur l'audiovisuel public, dans une chronologie qui n'est pas rationnelle. Et nous gagnerions beaucoup à avoir un seul type de contrôle, qui soit clairement celui du CSA, et qui n'entre pas en consonance avec la période où il revient encore au CSA de désigner les présidents des chaînes concernées. À propos du fonctionnement du CSA, une question peut être soulevée à propos de la constitution des membres du collège et de la participation des membres du collège. Un certain nombre d'entre ces personnes ont pu rejoindre des chaînes de télévision, des groupes, après avoir été au CSA, ou à l'inverse, après avoir fait une longue carrière dans un groupe. Est-ce que vous considérez qu'il devrait y avoir un régime d'incompatibilité entre ces fonctions ? De quelle nature ? Est-ce qu'il est suffisant déjà aujourd'hui ? C'est une question difficile parce que c'est une question qui touche les personnes. La loi prévoit d'ores et déjà, pendant une période de 3 ans, des incompatibilités que, très franchement, je trouve trop larges. Pourquoi priver un ancien membre du collège du CSA de toute possibilité pendant 3 ans d'exercer une activité culturelle? Parce que tout est proscrit. Pas seulement les médias, pas seulement les télécommunications, mais la musique, mais les lettres, etc. Bon. Par ailleurs, je vous dirais très franchement que ces méthodes, qui sont brutales, d'interdiction de fonction, même si elles peuvent se comprendre pour 1 an, pour 3 ans, sont contestables. D'abord, est-ce trop flatteur pour le collège, et accessoirement pour moi-même, que de dire que c'est dommage de couper complètement cette source de connaissances qui a été cultivée pendant 6 ans et qui peut aider à l'accompagnement de l'audiovisuel public ou privé. Deuxièmement, vous rendez la reconversion des membres du collège qui ne sont pas parvenus à la faire beaucoup plus difficile par la législation qui s'impose à eux. En plus, je dois vous signaler que les organismes de chômage qui dépendent de l'UNEDIC refusent de prendre en charge les membres du CSA qui, au bout de 3 ans, restent au chômage. Enfin, je voudrais dire que la situation est particulièrement critiquable à mes yeux s'agissant de journalistes. Parce que lorsque vous avez la profession de journaliste et que vous êtes désigné au CSA, ce qui est possible, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais le premier collège que j'ai présidé comportait une part importante de journalistes. Eh bien, ceux-ci se trouvaient devant des apories. Et ces apories se traduisaient par une déqualification considérable. Je ne veux pas citer de nom. Je pense particulièrement à un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant que je n'arrive, qui a
connu des difficultés considérables à se reconvertir. Alors vous pensez à une autre membre du collège qui n'a pas connu ces difficultés. Mais à cet égard, que puis-je répondre? Au-delà des prescriptions législatives, c'est simplement une question de conscience. Et je n'ai pas à intervenir dans la conscience des autres. Au fil des auditions, il m'est apparu, je n'engage que moi sur cette appréciation, que d'une certaine façon, le CSA et aujourd'hui l'ARCOM semblent parfois plus une organisation, une instance de conciliation que de régulation. On a évoqué le cas de, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, de la négociation de conventions, alors même que les candidatures ont pu être retenues. On a le constat, notamment vis-à-vis des chaînes, d'un assouplissement régulier des conventions. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat que finalement, d'une certaine façon, le CSA périodiquement, on pourrait dire, amodit les conventions, les rend plus souples? Est-ce que le CSA et l'ARCOM, mais le CSA, puisqu'on va parler de votre mandat, obtient des contreparties au moment où ces conventions sont renégociées? Il y a eu peu d'occasions de renégociation des conventions durant l'exercice de mes responsabilités. Donc mon expérience en la matière est plus que mince. D'autre part, la problématique est un peu la même que celle que j'ai évoquée dans mes propos liminaires, c'est-à-dire que nous avons en face de nous un partenaire dont on ne peut rien exiger. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause, tout simplement parce qu'il refuserait le renforcement de telle ou telle clause d'une convention, sa nature et sa place et sa position et son maintien dans la gamme des chaînes de la TNT. Et enfin, par ailleurs, monsieur le rapporteur, j'ai eu toujours pour détermination de renforcer, et le collège, et les collèges avec moi, de renforcer les conventions. La marche, je le répète, était très mince, mais jamais, je vous l'atteste, je n'ai eu à l'esprit de les alléger. Merci. Je voudrais revenir sur un cas particulier. Vous avez suivi ou consulté la plupart des autres auditions de cette commission, je crois. Et j'ai évoqué devant TF1 une obligation que je juge tout à fait emblématique de l'histoire de la libéralisation de l'audiovisuel, qui est la traduction réglementaire de la logique du mieux-disant. Dans le décret de 87, abrogé en 2021 et qui donc avait cours sous votre mandat, figurait pour TF1 l'obligation de diffusion de programmes culturels, disons, parmi lesquels figurait de l'opéra, du théâtre, etc. Il me semble, ou alors j'ai été inattentif, que cette obligation n'a en réalité jamais été respectée, ou presque jamais, de toute l'histoire du groupe TF1. Et que l'abrogation du décret de 87 en 2021 n'a pas reconduit cette obligation. Est-ce que le CSA s'est saisi de ce sujet durant votre mandat? Nous avons eu de nombreux débats au sein du collège sur cette problématique. C'est difficile de trouver une solution parce que les éditeurs usent du calendrier de la journée. Prenons l'opéra. Vous savez très bien, même si vous n'êtes pas un familier des chaînes du type de celles que vous mentionnez, qu'il y a des initiatives, mais que ces initiatives, elles sont prises à partir de 22h30 et même plus souvent à partir de 23h. Alors je sais à quel point, ils me l'ont dit, les éditeurs sont vent debout contre les tranches horaires
qui sont pratiquées en matière de contrôle des interventions politiques, notamment durant les campagnes électorales. Moi, je pense que ces tranches horaires doivent être prises en considération, peut-être d'ailleurs de manière plus resserrée sur le plan politique, parce que la période qui va de 18h à minuit est une période infiniment trop large pour apprécier la résonance des propos qui peuvent être tenus. Et en tout cas, que cette méthode, encore une fois, vis-à-vis de laquelle mes interlocuteurs étaient très récalcitrants, devrait être envisagée pour l'application d'autres critères, et notamment pour juger de l'application des stipulations des conventions ou des dispositions réglementaires, mais comme vous l'avez rappelé, ces dispositions réglementaires ont été effacées. Je dois l'honnêteté de vous rappeler qu'elle ne l'était pas sous votre mandat. Je vais poser peut-être une dernière question, si le président m'y autorise. Vous avez parlé d'horaire. Je vais revenir sur une marotte personnelle. Le programme de prime time, l'horaire du programme s'est décalé sur l'ensemble des chaînes de la TNT, avec un effet vraisemblable sur le sommeil du public, et en particulier des plus jeunes. Est-ce que le CSA est compétent pour se prononcer sur l'évolution, sur ce glissement des horaires, et est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il l'a fait, et voilà. Non, évidemment, le CSA était attentif à ces évolutions. Des observations ont pu être faites, en particulier par moi, par écrit et par oral, dans les rapports sur les chaînes que nous devons chaque année et dans les conversations que nous avons évidemment avec les dirigeants des chaînes. Mais vous savez quel est le principe principal, si je puis dire, en doublonnant mon expression, selon lequel le CSA n'a pas vocation à intervenir dans les programmes, sauf en application des textes qui le régissent. Et donc, nous ne devons pas courir un risque qui est un risque grave, qui est de nous substituer aux éditeurs dans la conception et dans l'organisation de leurs programmes. Alors, nous ne serions pas légitimes. Et il n'y aurait rien de pire pour les compétences légales du CSA que celui-ci s'aventure dans un terrain où il n'est pas doté d'une compétence réelle et garantie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur et monsieur le président. Donc, monsieur le président, je vous remercie. Je vous propose de compléter nos échanges, le cas échéant, en répondant par écrit aux questions posées par le rapporteur, qui va être récapitulé par la suite par un message de notre secrétariat, ou en envoyant au secrétariat les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête et en répondant par écrit au questionnaire qui vous a été adressé il y a quelques jours pour préparer cette audition. Vous ne l'avez pas reçu ? Eh bien, donc, on va vous le faire parvenir, ne vous inquiétez pas. Et donc la séance est levée. Nos auditions reprendront à 14h avec la table ronde consacrée à la représentation de la diversité de la société française. Je vous remercie. Merci à vous.